La guerre en Ukraine et l'hiver, le froid qui s'installe et va donc devenir un allié des Russes, d'où la stratégie de bombardement des militaires, de l'armée de Moscou. D'ailleurs, aujourd'hui, l'OMS lance un appel et même un signal d'alarme. Cet hiver mettra en danger la vie de millions de personnes en Ukraine. La crise énergétique dévastatrice, l'aggravation de l'urgence en ce qui concerne la santé mentale, les contraintes sur l'accès humanitaire et le risque d'infection virale feront de cet hiver une épreuve redoutable pour le système de santé et la population ukrainienne. Et justement, nous allons retrouver Élise Phillips en direct de Kiev. Élise, ce sont bien des millions de vies qui se retrouvent menacées. Oui, exactement, parce qu'ici en Ukraine, c'est une grande crainte. Les hivers sont très rigoureux chaque année. Dans certaines régions, il peut faire jusqu'à moins 10 degrés pendant l'hiver. Et cette année, eh bien, la guerre risque d'aggraver encore plus la situation pour au moins deux raisons. La première, vous le disiez à l'instant, c'est que depuis quelques semaines, les Russes frappent systématiquement les infrastructures électriques et de gaz du pays. Résultat, des millions d'Ukrainiens se retrouvent tous les jours et pendant plusieurs heures sans électricité. Ceux qui sont au gaz sont également privés de chauffage. Et puis la deuxième raison, eh bien, c'est que depuis le début de la guerre, les bombardements ont détruit énormément de maisons, de bâtiments dans certaines régions du sud de l'Ukraine. Par exemple, nous étions cette semaine avec Sébastien Savoie dans certains villages que nous avons traversés. Quasiment toutes les maisons sont détruites. Les toits sont soit éventrés, soit recouverts d'une simple bâche. Il ne fait parfois pas plus de 5 degrés à l'intérieur. Donc quand on voit cette situation ici en Ukraine, alors qu'on n'est même pas encore dans le dur de l'hiver, on comprend que la situation puisse s'aggraver dans les prochaines semaines. C'est pourquoi l'OMS alerte dès maintenant pour que des solutions soient trouvées. Et d'ailleurs, dans certaines régions, vers Kherson et Mykolaiv, eh bien, les autorités commencent déjà à encourager les habitants à évacuer pour se rediriger vers des régions du pays où la situation est moins précaire. Élise Phillips avec Sébastien Savoie en direct de Kiev pour BFM TV. Nathalie Schrin, les Ukrainiens ont l'habitude quand même de ces hivers rigoureux. Là, il fait déjà moins 2, la neige est arrivée. Sauf que la différence des années précédentes, c'est que beaucoup d'Ukrainiens n'ont plus de toit, n'ont plus de fenêtres. On a mis des bâches en plastique. On ne pourra pas réparer tous les toits, on ne pourra pas remettre des fenêtres partout, notamment dans les zones qui ont été touchées par la guerre. Donc l'hiver s'annonce particulièrement difficile, voire meurtrier pour ces populations. Oui, alors il faut savoir, il faut voir qu'il y a les villes et les campagnes, c'est pas les mêmes situations. Donc en ville, on essaie de créer des endroits dans les métros, notamment à Kharkiv, pour pouvoir accueillir des gens, pour pouvoir chauffer, etc., pour s'abriter aussi pendant les bombardements qui continuent malheureusement. Donc il y a ça, dans les villes c'est surtout ça, parce que il faut savoir que l'ère soviétique qui perdure encore aujourd'hui, il y a des systèmes de chauffage qui sont des systèmes de chauffage communs. Et donc, quand il y a des bombardements, du coup, l'immeuble n'a plus de chauffage. Quand on est dans une maison individuelle, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut avoir des générateurs, des choses comme ça. Et à la campagne, il y a beaucoup d'entraide. Les gens peuvent se retrouver dans une autre maison et il y a le poêle qui existe souvent encore dans les dachas, les choses comme ça. Donc là, il y a encore du bois, il y a encore des choses comme ça qu'on peut utiliser. Donc, il faut voir les régions les plus touchées. Il faut voir si c'est les villes qui sont les plus touchées, si c'est les campagnes qui sont plus touchées. Si c'est dans le sud, c'est un petit peu moins froid quand même que à Lviv ou à Kiev, où c'est des régions vraiment très très continentales. À Odessa, ça tourne vers 0, etc. Mais en Ukraine, vraiment centrale, ça peut être moins 20. Donc les régions, le sud et oui, c'est ça. Donc il faut voir la ville, la campagne, les régions les plus touchées, etc. Alors justement, Caroline Didier, il y a même des gens qui vont quitter les villes pour aller à la campagne. On trouve plus facilement du bois. Oui, alors dans les villes, ce qu'on expliquait en fait, c'est qu'effectivement les immeubles sont très hauts. Et donc malheureusement ça allonge la liste des complications. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il y a des coupures électriques de plus en plus importantes à Kiev. Lviv est encore un petit peu préservé avec juste 4 heures de coupure pour le moment. 4 heures de coupure dans la journée ? Oui, 4 heures de coupure dans la journée. Sur Kiev, ça devient vraiment très problématique. Vendredi, nous, quand on a eu donc les équipes au téléphone, ils s'alarmaient par rapport en particulier aux hôpitaux. Il faut savoir qu'il y a plus d'eau, il n'y a plus de solution aussi pour
pour opérer quand vous êtes dans le noir. Et donc, à Kiev, on craint vraiment le blackout total dans quelques semaines. Les Russes ont une stratégie... De centaines d'hôpitaux qui ne seraient plus en situation dite opérationnelle, ouais, c'est ça ? C'est un minimum parce que chaque jour, en fait, il y en a des nouveaux qui tombent. Il faut savoir aussi que les Russes recommencent à bombarder les ambulances. Nous, hier, on a eu donc un coordinateur ou un médecin à côté de lui est mort. Ça va très vite parce que ils sont des cibles. Il y a des drones, des petits drones civils russes qui identifient très vite les ambulances qui se déplacent. Et donc, ça continue. Il y a eu plus de 800 hôpitaux qui ont été attaqués, bombardés sur l'Ukraine. Et ils recommencent cette stratégie. Dans les hôpitaux, donc, il y a l'urgence. Nous, on collecte au niveau national des groupes électrogènes, des bâches, tout le matériel nécessaire pour les coupures électriques et pour lutter contre le grand froid, pour les hôpitaux, pour les EHPAD, pour les orphelinats. Et on aide aussi globalement avec ce qu'on a sur l'utilité au niveau des municipalités. On a aussi des techniciens en électricité qui nous contactent pour aider, pour qu'on puisse les accompagner sur des missions spécifiques auprès du gouvernement ukrainien. C'est vraiment, il y a un cri d'alarme au niveau de l'Ukraine depuis vendredi. Hier, on nous demandait aussi des solutions pour les banques de sang. Ça veut dire qu'en ce moment, là, il y a plus de vaccins parce que les frigidaires sont tombés. On a des problèmes avec pour les bébés aussi, pour les nouveau-nés. Donc là, ça devient... Les couveuses, le problème des couveuses, exactement. Et puis, il faut de l'alimentaire. Donc, on collecte au niveau alimentaire. On a maintenant des nouveaux partenaires, mais il nous faut de la grande distribution. On n'arrive pas à l'avoir, alors qu'on a des solutions avec nos partenaires pour transporter l'alimentaire et pour le faire acheminer sur place, analyser les besoins en fonction des urgences. On a 2 entrepôts sur place. Donc, aidez-nous. La grande distribution, ça fait 5 mois qu'on essaye de les contacter. Comment on aide votre association, par exemple? On va sur le site. Le site, ils ont des formulaires, ils remplissent et on leur répond dans la journée. Donc, c'est doc4ukraine, doc4ukraine.org. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Dominique Vidal, l'arme du froid qu'utilise Poutine, elle fonctionne malheureusement. Ah, c'est clair qu'il y a une stratégie de Poutine pour miser sur l'hiver, pour freiner la débandade de son armée. C'est une véritable débandade depuis plusieurs mois, qui s'accompagne d'un échec économique avec des risques de récession, qui s'accompagne d'un isolement international de plus en plus fort, même parmi ses alliés relativement proches. Bref, Poutine sait y faire. Et c'est ça qu'on oublie souvent, c'est que c'est pas sa première guerre. Il s'est imposé, il a été élu grâce à la 2e guerre de Tchétchénie, il a fait la Géorgie, il a fait l'Ukraine, il a fait le Donbass, il a fait la Crimée, il a fait la Syrie. Et à nouveau l'Ukraine, c'est toujours la même technique, c'est toujours la même méthode qui est mise en œuvre, qu'on voit, c'est-à-dire on vide les villes et puis on bombarde toutes les infrastructures possibles pour rendre la vie absolument impossible. Et pas seulement pour les militaires, mais aussi pour les civils. En clair, l'armée russe ne s'occupe plus de l'armée ukrainienne depuis des semaines. Elle s'occupe des civils, elle bombarde en masse. Alors parfois il peut y avoir une bavure. On a vu comment ça s'est produit au moment de la Pologne, avec ce missile, cet antimissile ukrainien qui était tombé, mais par rapport à l'immensité des frappes russes sur les villes ukrainiennes, il n'y a pas photo. Thierry Arnaud, on a peut-être trop vite parlé d'une défaite pour Poutine. La défaite n'est pas là, et pour l'instant, c'est le peuple ukrainien qui souffre. Oui, de manière prévisible, ça fait 2 mois qu'on explique quel est le scénario et on le voit se dérouler semaine après semaine. Donc de ce point de vue, ça n'est évidemment pas une surprise. Plus de la moitié, on le sait, des infrastructures qui sont hors d'état de fonctionnement. Le patron de l'opérateur nucléaire qui était ce matin sur notre antenne Energoatom nous expliquait que, au-delà des centrales nucléaires elles-mêmes, les centrales thermiques ne sont plus en état de fonctionnement non plus. Donc ça devient très compliqué, tout simplement parce que dans un premier temps, les premières vagues de bombardement, on a réussi à réparer, à remettre en état les infrastructures relativement rapidement parce qu'il y avait une proportion moindre qui avait été touchée. Là, on voit qu'on est passé à un stade ultérieur, où effectivement les conséquences vont être graves et durables pour les Ukrainiens. Elles sont épouvantables. On les a vues aujourd'hui dans nos reportages, notamment un reportage à Liman qui montre des Ukrainiens qui vivent dans leur cave parce que leur immeuble n'est plus habitable, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de médicaments, on vient de le dire. Donc on voit bien cette stratégie de rendre la vie insupportable se mettre en place.
Parallèlement, vous aviez raison de dire que le conflit évolue quand même moins rapidement. Les Russes contrôlent toujours à peu près 20% du territoire de l'Ukraine et on continue à se battre quand même dans le Donbass et notamment dans la région de Donetsk. Il y a des combats très rudes qui continuent de se dérouler en ce moment même. C'est la stratégie de Vladimir Poutine de l'automne qui se concrétise donc cet hiver, Pierre Laurin, alors. Je pense que nous en avons parlé ici même il y a quelques semaines et effectivement c'est cela qui est en train de se passer avec le fait que là, la seule solution, c'est effectivement un cessez-le-feu. Est-ce que les Ukrainiens veulent un cessez-le-feu? Les Russes en veulent ce cessez-le-feu? Pour eux, un cessez-le-feu, là, ce serait idéal. Hein. Il n'y a pas parce qu'ils occupent 20% du territoire, donc ils le gardent. Et dans 20 ans, ils occuperont toujours 20% du territoire. C'est mathématique. Hein. Là, on est dans une situation, ce qu'on appelle aux échecs le pat. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne peut gagner. L'offensive ukrainienne, là, elle est terminée. Il n'y aura pas d'offensive russe, sauf une hypothétique. C'est possible hein, qu'il y ait une offensive d'hiver pour reconquérir quelques territoires qui ont été perdus. C'est possible. Mais s'il y a un cessez-le-feu aujourd'hui, les bombardements s'arrêtent et la vie reprend. Mais ce que vous dites, ce scénario n'est jamais évoqué officiellement par les Russes. Ils ne disent pas on veut un cessez-le-feu. La dernière déclaration des Russes, c'est on accepte des négociations sans condition. On parle, on s'assoit à la table et on parle. Voilà. Les Ukrainiens ont édicté une loi. La condition, c'est qu'on garde les territoires conquis. On parle à partir des positions actuelles. Hein. C'est pas à partir des positions dans 20 ans ou il y a 15 jours. Vous attendez de Zelensky un discours de Pétain? Pardon? Vous attendez de Zelensky le discours de Pétain Non, ce que je dis, c'est que étonnant quand même, Zelensky honnêtement. doit dire simplement qu'il accepte des pourparlers et qu'il ne met plus comme condition le fait que la Russie ne soit plus dirigée par Poutine. Il y a une loi ukrainienne qui a été votée dans ce sens, un décret plutôt qui a été émis par le président Zelensky dans ce sens. Il faudrait qu'il le retire et qu'on en vienne à la table des négociations. Il n'y a pas d'autre solution, honnêtement. Je crois qu'on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui ne veut pas négocier de toute manière. Il veut la reddition de l'Ukraine, il veut la mort de l'Ukraine, il veut la mort de la culture ukrainienne. Non, ça c'est totalement faux. Est-ce qu'on négocie avec des terroristes? La question on négocie toujours avec son ennemi, par définition. Non, mais pas avec des terroristes. Écoutez, il y a un texte de Vladimir Poutine, qui est bien connu, vous le connaissez certainement. Il figure, si vous ne l'avez pas lu, sur le site de l'ambassade de Russie en France. Vous verrez très bien que l'objectif de Poutine n'est pas de négocier, il est d'écraser définitivement. Oui, mais la guerre s'arrêtera à un moment donné, il faudra des négociations. Oui, mais elle s'arrêtera au moment où les rapports de force permettront à l'Ukraine de préserver son indépendance. Donc c'est pas le bon moment. Ah, de toute évidence. C'est quoi le rapport de force, le bon rapport de force pour l'Ukraine? C'est un rapport de force qui permet, selon le droit international, à l'Ukraine de retrouver son indépendance et sa souveraineté. Après, le détail, quand on discute à quel moment, sur quoi on peut faire des compromis, tout est possible. Personne ne dit que ni Zelensky ni Poutine soient des abrutis. Personne ne dit ça. Vous oubliez de parler des États-Unis qui ont aussi la clé de ce conflit. Mais il faut quand même des rapports de force permettant de préserver les principes du droit international. Alors, que ce soit là ou au Yémen ou en Palestine ou ailleurs. C'est pas particulier à l'Ukraine. C'est une règle générale de l'ONU qu'il faut respecter. Puisqu'on parle de droit international, on va évoquer justement les crimes de guerre dits systémiques. Ce sont des mots qui ont été employés ces dernières heures, par Washington notamment, avec la découverte de centres de torture aussi à Kherson. C'est l'avocat William Bourdon qui est avec nous. Bonsoir, maître Bourdon. On peut parler effectivement de crimes de guerre systémiques au regard de ce que l'on découvre et de ce à quoi on assiste depuis plusieurs mois maintenant? Bon, ça fait un moment qu'on peut parler de crimes de guerre systémiques. Alors évidemment, les chancelleries sont toujours un peu prudentes dans leur sémantique et les éléments de langage qu'elles choisissent, mais personne ne peut douter avec les images qui, dans une immédiateté effarante, nous enseignent qu'il y a effectivement un caractère de masse dans les exactions commises à l'encontre des populations civiles. Le terme systémique n'existe pas en droit international. Le terme qui existe, c'est le terme attaque systématique et généralisée. Et ça, c'est un des éléments de la définition des crimes contre l'humanité. On peut penser que les chancelleries, dans quelques jours, peut-être quelques semaines, vont
caractériser tout ce qui est en train, toutes ces horreurs qui se commettent en Ukraine, pas simplement comme des crimes de guerre, mais avec un seuil supplémentaire, c'est-à-dire des crimes contre l'humanité, parce que je pense maintenant, et je suis évidemment loin d'être le seul à le penser, que nous sommes au niveau des crimes contre l'humanité et au-delà, par conséquent, des crimes de guerre. Pourquoi crimes contre l'humanité ? Parce que les crimes contre l'humanité, ça renvoie à l'idée qu'on est au-delà de graves exactions commises dans le cadre de la guerre, c'est-à-dire des bombardements indifférenciés, des déportations, parfois des exécutions de prisonniers extrajudiciaires bien sûr, mais qu'on se trouve dans le cadre d'une attaque généralisée, systématique, en application d'un plan. Ça, c'est un critère extrêmement important du droit international qui est fixé dans le statut de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire en application d'une politique et pas simplement le fruit d'une série de bavures. Et personne ne peut penser que tout ce qui est en train de se passer depuis des mois, c'est une série de bavures, et caractérisée en outre par une succession d'actes inhumains. C'est ce que dit le statut. Et parmi les actes inhumains, il y a la torture généralisée, la déportation, on sait, déportation également d'enfants, la destruction massive de biens immeubles non différenciés, des exécutions extrajudiciaires de masse, des viols, des agressions sexuelles. Donc on a tout le panorama là de ce qui caractérise des crimes contre l'humanité. Et encore une fois, je pense que c'est la qualification qui sera retenue un jour ou l'autre par le procureur de la Cour pénale internationale ou par d'autres juridictions. C'est contre Vladimir Poutine ? Alors, il y a deux aspects. D'abord, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation absolument inédite. On a une capacité des États, en collaboration avec l'Ukraine, de collecter des preuves en temps réel sans précédent dans l'histoire de l'humanité, avec notamment des preuves numériques, alors qu'avant c'était plutôt des preuves testimoniales. Deux, on a un niveau de coopération d'une intensité, là encore sans précédent, entre l'Ukraine, des pays européens, différents groupes de pays et le bureau du procureur à La Haye. Et trois, autant les preuves contre les exécutants sont parfois relativement faciles à rassembler, quand il y a les témoignages, les preuves numériques, etc. Sur la responsabilité des dirigeants politiques et militaires, c'est évidemment une preuve plus compliquée à caractériser. Il y a toute une série de documentations qui peut établir le fait que Poutine et les chefs militaires non seulement n'ont rien fait pour empêcher ces crimes mais les ont encouragés, mais que parfois on pourra certainement documenter le fait que des ordres ont été donnés pour commettre, par exemple, les faits de torture généralisés. C'est pas improvisé par 3 soldats, c'est évidemment le fruit d'instructions dans le cadre d'une chaîne de commandement politico-militaire. Mais les auteurs de ces crimes seront-ils un jour véritablement poursuivis ? Il y a déjà des poursuites qui sont engagées en Ukraine contre quelques soldats qui ont été jugés, dans des conditions d'ailleurs dont toute la communauté internationale s'accorde à dire que les principes du procès équitable ont été globalement respectés. Il y a évidemment toute une caste de chefs militaires et de chefs politiques, dont Poutine, qui vont rester reclus en Russie pendant des années. Et pendant ces années-là, on peut imaginer que de La Haye, d'Ukraine, et des mandats d'arrêt vont tomber. Et les verra-t-on un jour devant un tribunal ? Jusqu'à la fin de leur vie, à moins qu'ils soient chassés du pouvoir, remis par une autorité de transition, comme c'est arrivé dans certains cas au bureau du procureur ou à d'autres juridictions. En tous les cas, on sait que l'Ukraine a accepté le principe d'un grand procès historique et a accepté que ce grand procès historique, qui impliquerait la présence, qui reste pour l'instant putative et hypothétique, de Poutine dans le box et des chefs militaires, se tienne à La Haye. Et ça, c'est très important sur le plan historique, symbolique et politique. Merci Maître Bourdon d'avoir été en direct avec nous quelques minutes et avec Matteo Luxero pour les images. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste un mot, une remarque sémantique. Vous parlez au futur. On est déjà au passé, c'est-à-dire nous avons déjà, le 23 septembre dernier, un premier rapport de la commission d'enquête de l'ONU qui conclut, vous voyez le titre ici, il y a eu massivement des crimes de guerre russes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de crimes de guerre ukrainiens, mais on ne peut pas renvoyer dos à dos une telle masse de crimes d'un côté et quelques crimes effectivement recensés de l'autre. Donc on est déjà dans la procédure judiciaire qui finira par aboutir. On va continuer la discussion justement concernant ces crimes de guerre systémiques. C'est l'accusation portée par Washington dans un instant direct sur BFM TV.
Suite de notre discussion sur la guerre en Ukraine et plus précisément les accusations de crimes de guerre systémiques commis par l'armée russe, c'est ce que dit Washington, avec la découverte au fil des jours, au fil des heures aussi de ces centres de torture du côté de Kherson notamment. Et ça va être très compliqué de monter ces dossiers et ensuite de juger les responsables. Mais comme on l'a fait avec le temps sur l'ex-Yougoslavie, pourra-t-on le faire un jour lorsque la paix arrivera sur cette guerre en Ukraine? Thierry Arnaud, Christophe Barbier. Alors, monter les dossiers, je pense que ça sera pas la partie la plus difficile parce que je veux dire, il y a des preuves matérielles, irréfutables, nombreuses. Les chambres de torture découvertes à Kherson. Souvenez-vous ce qu'on se disait il y a un mois à propos d'Izium. Rappelez-vous ce qu'on disait il y a quelques mois auparavant à propos de Boutcha. Donc il y a des preuves matérielles qui sont nombreuses. Et ces enquêtes se font en temps réel. C'est d'ailleurs une première, c'est ce que disait Maître Bourdon. Pour la première fois finalement, alors que la guerre n'est pas terminée, loin de là, on a déjà des preuves matérielles de ces crimes de guerre. Que les faits puissent être établis, deux, qu'ils soient accablants, ça ne fait pas de doute. C'est plus la partie procès, trouver les responsables, les récupérer, si j'ose dire, les faire comparaître. C'est plus cette partie-là qui effectivement risque de prendre du temps, risque de s'avérer compliquée. L'établissement des faits, l'enquête, c'est pas la partie la plus difficile. Et cette deuxième partie, c'est-à-dire amener des responsables, des coupables devant un tribunal, dépend de deux choses. Éventuellement, une victoire sur le terrain qui permette à l'Ukraine de faire beaucoup de prisonniers. On a vu il y a quelques semaines d'ailleurs un prisonnier russe être traduit devant une cour, devant un tribunal. L'autre condition, si on n'arrive pas à attraper sur le terrain les coupables directs, c'est un changement de pouvoir politique dans les années qui viennent à Moscou, avec une coopération du nouveau régime russe avec les autorités internationales. On a vu un peu cela en Serbie. En Serbie, une partie de ceux qui étaient poursuivis ont dû se cacher dans leur propre pays, ont fini par être attrapés et livrés par leur propre pays. On a vu ça aussi dans quelques cas un peu différents en Afrique. Donc ça peut arriver, mais évidemment ça n'arrivera pas demain matin. Et la Russie n'est pas, dans son histoire, habituée à confier à d'autres le soin de ceux qui, chez elle, ont commis des exactions. Crimes de guerre avérés côté russe, est-ce qu'il y a des crimes de guerre côté ukrainien, selon vous, Pierre Laurin? Semble-t-il qu'il y en ait, mais ceux-là, paradoxalement, ils ne sont pas du tout documentés. On sait qu'il y a des choses qui se sont passées. Rappelez-vous le rapport qui a été publié, en particulier dans Le Monde, c'était en mai, sur les prisonniers russes qui étaient, pour les officiers, une balle dans la tête et pour les soldats, une balle dans le genou. C'est également un crime de guerre. Ça a été, disons, documenté, mais il y a des choses qui se passent. Mais je reconnais que c'est infiniment moins que de l'autre côté. Ça, c'est clair. Juste, pas pour vous contredire, mais pour rappeler que dans la commission d'enquête de l'ONU dont je parlais, il était fait état d'un certain nombre de crimes commis par l'armée ukrainienne. L'ONU n'est pas... Et ceux-là aussi seront jugés? Ceux-là seront jugés au même titre, selon les mêmes règles. Deuxièmement, et je crois que c'est important dans la discussion que nous avons, je partage ce qu'a dit Christophe Barbier, on peut être d'accord, il y a évidemment une responsabilité politique du pouvoir russe à partir du moment où il a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Ça n'est pas Zelensky qui a envahi la Russie. Donc, ce qui est advenu depuis est, pour une part, de la responsabilité du président russe. Et il faudra bien qu'il en rende compte. Oui, mais c'est la même chose. Commis, mais du cadre dans lequel ces crimes ont été commis. Si on parle de crimes de guerre systémiques, c'est-à-dire que c'est organisé, c'est validé et c'est souhaité par ceux qui dirigent l'armée. Et on sait que le chef, c'est Poutine. C'est bien le problème. Il y a toujours des crimes de guerre. Ça peut être aussi parfois des débordements, des dérapages. Et c'est pas la même chose. Les plus anciens ici se souviennent sans doute que pendant une période, le général Ariel Sharon ne pouvait pas circuler en Europe parce qu'il était sous le coup de procédures particulières d'ailleurs, qui n'étaient pas des procédures internationales, mais de souveraineté nationale. Bon, on peut imaginer une situation dans laquelle un certain nombre de responsables russes ne sont plus en état de circuler librement. Déjà, Vladimir Poutine n'a pas voulu aller au G20 à Bali. Par exemple. Est-ce que vous trouveriez normal, Pierre Laurin notamment, que Vladimir Poutine se retrouve devant un tribunal pénal international pour crimes de guerre? Est-ce que ce serait normal? Je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, ce qui serait sûr, c'est que pour cela, il faudrait que l'Ukraine gagne la guerre et que le régime s'effondre. C'est peu probable. Peu probable. Voilà. Ça va se terminer d'une autre manière. Ça va se terminer par des négociations, parce que toutes les guerres se terminent par des négociations. Et on négociera également cela?
Bien sûr. Mais il y a toujours des négociations, il y a toujours un vainqueur, un vaincu quand même. Hein. Bien entendu. Là, pour le moment, il y a la Russie qui occupe 20% Ou alors du territoire. on sera sur Elle en a perdu combien? un schéma Corée du Nord, Corée du Sud avec une ligne de partition. Quoi. Elle a perdu un peu plus de la Plutôt moitié de ce que les Ou Russes Chypre avec la Turquie. Merci. Ouais. On est quand même dans une dynamique positive pour l'Ukraine. C'est un pays qui a été attaqué. On a effectivement des crimes qui sont systématiques, qui sont répétés, qui sont avec des preuves tangibles. Hein, et on sait aussi qu'il y a une liste des bourreaux qui a été créée avec une chaîne de commandement. On a des responsabilités, on les assume et il y a des crimes qui ont été faits. Donc il y aura des poursuites. Il y aura des poursuites. L'Europe, la société internationale laissera pas faire ça. Il y a eu trop d'images. Il y a trop de responsabilités des politiques globalement qui sont en soutien de l'Ukraine pour que ça passe. Donc ça ne passera pas. Il y a eu trop de morts. Et trop d'impunité depuis trop longtemps aussi. Bien Hein. On pense aussi à la Géorgie. On a des amis géorgiens qui nous soutiennent. On pense aux Ossètes, on pense à la Transnistrie, on pense à la Syrie, à la Tchétchénie. On peut pas laisser passer ça encore une fois. On peut pas laisser un régime encore une fois faire des exactions, etc. Continuer sans que personne ne fasse rien. C'est pas possible. Ça suppose évidemment, je suis d'accord avec vous, qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Qu'on s'occupe de ce qui se passe au Yémen, qu'on s'occupe de ce qui se passe en Palestine. C'est-à-dire, on ne peut pas isoler le cas russe, même si c'est le cas le plus prenant aujourd'hui, en tout cas pour des Européens. On ne peut pas dire que le Yémen soit la une de l'actualité des préoccupations des gens de ce monde. Mais c'est un vrai problème, parce que vous parliez tout à l'heure de famine, de risque de famine. Il y a risque de famine, et comment au Yémen? Ce qui s'est passé en Arménie est épouvantable. Il faut avoir une universalité des valeurs que nous défendons, sinon elles n'ont pas de valeur. Deux choses. Du côté russe, il faudra faire attention à la chaîne de responsabilité. On sait que c'est une armée qui a une tradition de grande brutalité. Quelle est dans ces crimes la part de l'improvisation de terrain, de l'initiative de terrain, comme d'habitude, et quelle est la part d'ordre donné, de consignes données, d'organisation par l'état-major, intermédiaire ou suprême, ou par le pouvoir politique. Puis côté ukrainien, il y a déjà une dimension particulière dans les zones libérées. On le sait, hein, dans toute guerre civile, quand on arrive dans des zones libérées et qu'on identifie ce qu'on appelle des collaborateurs, il peut y avoir des phénomènes d'épuration sauvage qui relèvent aussi d'une forme de crime. C'est là-dessus que l'encadrement ukrainien doit être très vigilant et que les Occidentaux qui les accompagnent doivent être extrêmement exigeants. Ouais, et en plus, l'Ukraine a quand même la volonté de faire partie de l'Europe. Donc pour elle, c'est quand même important de respecter les valeurs de l'Europe et les règles juridiques de l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est quand même important. Et les valeurs juridiques de l'Europe, excusez-moi, mais aujourd'hui, le président Zelensky n'a pas mis son veto à une loi votée par la Rada qui empêche l'une des conditions de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, qui est la surveillance financière des politiciens qui abandonnent leur poste et qui, au bout d'un certain temps, peuvent retrouver les dividendes des actions qu'ils ont fait pendant leur mandat. Et ça, cette loi a été votée par la Rada et le président Zelensky n'a pas mis son veto. Et là, c'est une condition suspensive. On est sur le sujet des crimes de guerre. Donc, est-ce que c'est un sujet qui gêne les Russes actuellement pour changer de sujet et passer sur une dimension politique? On est en train de parler des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Vous venez de parler de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Oui, dans le respect, dans une logique d'adhésion, il faut respecter les règles juridiques. Justement, Zelensky ne les respecte pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des enquêteurs français et de la gendarmerie nationale qui participent à ces enquêtes et qui font en sorte que ce soit mené aussi dans les règles du respect qu'on a en Europe. Et puis entre les problèmes fiscaux et les tortures de Boutcha, où d'ailleurs il n'y a quand même pas photo. D'accord, mais simplement, on ne peut pas dire d'un côté que l'Ukraine veut entrer dans l'Union européenne et d'autre part dire que M. Zelensky prend des décisions. Soyons prudents. Qui aurait dit en 1992 ou 93 que Milosevic se retrouverait devant le tribunal de la Haye? Personne. Donc soyons, vous et moi et nous, prudents, y compris sur le sort de cette guerre et sur le sort du président russe qui l'a décidé. Merci messieurs, dames. Sur le sort de l'ensemble des participants. Il est 6h moins 10, c'est l'heure du Face à Duhamel.